Thessalonique, deuxième grande ville de Grèce, accueille cette assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires AICESIS. La Côte d'Ivoire y est représentée par le docteur Eugène Aka-Awele, président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Sujet principal du jour, le débat sur le travail décent captive toutes les attentions. Les expériences en la matière sont partagées. Le président du CESEC présente la formule conciliante qui porte fruit en Côte d'Ivoire, notamment le modèle ivoirien de dialogue renforcé par des trêves sociales structurées qui a renforcé la quiétude dans le monde du travail en Côte d'Ivoire. Le président du CESEC a également souligné que ces accords, incluant des suspensions de grève sur 5 ans, favorisent la stabilité et la justice sociale. Fondé en 1999, avec pour siège Bruxelles en Belgique, l'AICESIS vise à favoriser le dialogue social et économique international. Ses 72 membres se réunissent majoritairement une fois par an en Assemblée générale. Cela pour définir les grandes orientations stratégiques et valider les rapports. Voilà une somme d'expérience qui consolide les projections pour la réalisation du développement de nos pays. Un sujet aussi sur les tables d'Abidjan où s'est tenu récemment un dialogue de haut niveau initié par le système des Nations Unies, l'État ivoirien et ses partenaires autour du développement et de la place de la Côte d'Ivoire dans les engagements de ces villes. Suivons ce reportage de Tanguy Tanguy. La mobilisation des ressources pour le financement du Plan national de développement 2026-2030 au centre du dialogue sur la problématique du développement organisé récemment par le système des Nations Unies en collaboration avec les autorités. Aujourd'hui, notre objectif est de consolider le positionnement de notre pays en nous appropriant l'engagement de Séville à travers le Plan national de développement 2026-2030 adopté la semaine dernière en Conseil des ministres. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous inviter à nous accompagner comme par le passé dans l'organisation et la réussite de nos consultations qui vont matérialiser vos engagements pour mobiliser, structurer et optimiser des financements avec, si nous l'espérons, des mécanismes innovants de mobilisation de ressources concessionnelles en vue d'assurer la mise en œuvre effective de nos stratégies de développement dont la finalité est d'améliorer de façon significative les conditions de vie de nos populations. Au menu de ce dialogue de haut niveau sur le développement en Côte d'Ivoire, un panel sur le positionnement de la Côte d'Ivoire dans les engagements de Séville et la phase finale de l'agenda 2030 du développement durable, suivi des échanges libres avec les autorités présentes. Autre engagement pour la Côte d'Ivoire, la sûreté dans les airs pour les avions de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Après les impacts reçus dans l'attaque de l'aéroport de Niamey, l'Airbus A319 de la compagnie aérienne ivoirienne est rapatrié à Abidjan. L'appareil acquis il y a moins d'1 an sera remis en état pour être réintroduit dans la flotte de Air Côte d'Ivoire. Face aux inquiétudes, le ministre des Transports rassure. Amadou Koné se veut donc rassurant et confirme la continuité des opérations de la compagnie nationale à l'échelle continentale et aussi du monde. Jean-Luc Bango et Richard Vao. Voici l'Airbus A319 de la compagnie Air Côte d'Ivoire, touché par des tirs lors de l'attaque survenue à Niamey au Niger dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Après une dizaine de jours d'immobilisation et une série d'inspections techniques approfondies sur place, l'appareil a regagné Abidjan le vendredi 6 février dernier. Ce lundi, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, est venu constater lui-même l'ampleur des dégâts. Les traces des impacts sont encore visibles sur le fuselage et l'intérieur de l'appareil. Mais plus de peur que de mal. Je suis venu constater pour rendre compte des dégâts qui ont été causés. Je me rends compte que nos personnels déjà ici, en relation avec le constructeur, ont commencé à travailler pour que l'avion soit rapidement disponible et opérationnel. Pour le ministre, l'essentiel reste la sécurité et la continuité des activités de la compagnie aérienne ivoirienne.
Air Côte d'Ivoire continuera de desservir toutes les capitales au profit de l'ensemble des Africains. Les dispositions ont été prises, l'assurance a été saisie, elle donnera sa réponse au moment venu. Mais en tout état de cause, il faut savoir qu'il y a une réglementation en la matière. Le plus important pour l'instant, c'est que personne n'a été blessé. Notre appareil, quoique endommagé, a pu voler pour venir à Abidjan et que nous avons le personnel qu'il faut pour remettre en état de marche très rapidement donc le vol. Pour le reste, nous allons continuer avec la compagnie, travailler donc pour voir qui devra payer. Pour l'instant, il fallait vraiment que l'avion revienne. Un épisode qui rappelle les défis sécuritaires dans la sous-région, mais aussi la résilience de la compagnie nationale. À Abidjan, l'Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire entame désormais une nouvelle phase, celle de la remise en état avant un retour progressif dans le ciel africain. Autre défi sécuritaire sur les routes, cette fois avec le système de vidéo-verbalisation qui suscite interrogations et débats face aux journalistes. Ce sont des échanges qui s'élèvent autour de l'impact de ce dispositif depuis sa mise en service, le nombre de contraventions enregistrées en 2025 et le type d'infraction concernées, les effets aussi sur le comportement des usagers de la route, décryptage avec Davis Soyo. Plus de 7 millions de contraventions émises grâce à la vidéo-verbalisation durant l'année 2025. Information donnée par Ibrahima Koné, directeur général de Kipus Afrique, invité de la rédaction de Fraternité Matin. Pour l'année 2025, on est autour quand même pour le Grand Abidjan, de 5 549 000 infractions qui ont été commises en termes donc de contraventions. Sur l'interurbain, 1 965 000. Comparativement à l'année dernière, effectivement, on a une hausse donc des infractions. Face aux hommes et femmes de médias, les questions sur les notifications des amendes, le coût des infractions, l'impact de la vidéo-verbalisation, le barrage intelligent, l'amélioration du système et les chantiers à venir sont également au centre des échanges. Les axes accidentogènes, donc il y a l'autoroute du Nord, mais ça va plus loin. Jusqu'à Korogo, aujourd'hui, vous pouvez être verbalisé. Jusqu'à la frontière de Wangolo, vous pouvez être verbalisé. Entre Yamsokro et Daloa, vous pouvez être verbalisé. Sur la voie en allant vers Abengourou, vous pouvez être verbalisé. Et il faut le dire, grâce à des efforts, en tout cas conséquents, de l'État qui a financé l'acquisition de ces caméras radar. Et je confirme qu'ils fonctionnent bien. Cette discussion sur la modernisation du transport routier, une idée du groupe Fraternité Matin. Et dès l'instant où on passe dans tout ce qui est numérisation, digitalisation, forcément il y a des aléas et c'est important de venir expliquer et communiquer, puisque c'est un impact direct aussi sur la population. Il était vraiment important qu'on puisse avoir toutes ces réponses-là et en tout cas je suis satisfait. Modernisation du transport routier, impact acquis et enseignement de l'expérience Kipus Afrique, thème retenu pour ce premier numéro de l'année 2026 de l'invité de la rédaction du groupe Fraternité Matin. Les journalistes qui observent, analysent et informent font également l'actualité et ceux du groupe RTI ont été particulièrement distingués à la 27e nuit des Ébonies. La radiodiffusion télévision ivoirienne en ressort avec 4 prix saluant le professionnalisme de ses équipes et leur contribution au rayonnement des médias en Côte d'Ivoire. Fatou Fofana, Khalil Diomandé et Delphine Blas présentent leurs prix à la direction générale de la Maison Bleue. Le témoignage de Roxane Ambaché et Jean-Marc Djadji. La radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a brillé lors de la 27e édition de la Nuit des Ébonies avec 4 distinctions. Ce matin, les 3 lauréats sont reçus par Jean-Martial Adou, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ils saluent leur professionnalisme et leur contribution au rayonnement de la RTI sur la scène médiatique nationale et internationale. Delphine Blas, rédactrice en chef de RTI 1 et présentatrice du magazine Côte d'Ivoire en marche, a reçu le prix d'honneur pour la promotion des actions du gouvernement. Une initiative qui dure depuis 14 ans. Cette production phare de la RTI valorise l'impact concret des politiques publiques sur les populations. La saison 9, baptisée la saison de la Grande Côte d'Ivoire, se prépare déjà avec de nombreuses innovations.
Fatou Fofana a été également sacrée meilleure présentatrice du journal télévisé. J'aimerais dire merci à tout le monde pour l'appui, pour la collaboration, pour le soutien constant. La rédaction de RTI 1 est honorée de porter en son sein Khalil Diomandé, aujourd'hui le plus jeune lauréat des Iboni. À 26 ans, il décroche 2 prix majeurs. Je n'ai pas d'autres mots si ce n'est que le mot gratitude, parce que j'ai fait mes premiers pas dans les médias ici à la RTI. C'est ici que j'ai appris à affiner mon écriture. C'est ici que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui dans le journalisme. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier prix, mais le début, en tout cas, d'une belle carrière. Ce moment a été marqué par des échanges traduisant l'esprit d'équipe et la solidarité qui anime le groupe RTI. Et voilà tout le symbole d'un journalisme engagé et rigoureux. Informer, c'est aussi éveiller les consciences pour encourager à une participation responsable dans la société. Et la caravane campagne d'information et de valorisation de l'implication citoyenne présente son bilan. Le bilan de ses actions est la sillonner les régions du Gord, des Grands Lacs et des Lagunes dans le cadre des élections législatives en décembre dernier. Une parade citoyenne pour lutter contre la désinformation, la fraude et les discours haineux. Saria Bamba et Jean-Marc Djadji. Plus de 1500 personnes sensibilisées, 3 villes parcourues et une mobilisation citoyenne renforcée. C'est le bilan de la 2e édition de la caravane dénommée Civique, campagne d'information et de valorisation de l'implication citoyenne, présentée à Abidjan par la présidente de l'ONG Communication et Citoyenneté, COMCIT, en faveur des législatives de décembre 2025. La ville de Dabou. Nous sommes allés dans une radio où nous avons fait une émission qui appelait les populations de la région à participer au processus électoral. Nous sommes revenus à Abidjan pour être maintenant le jour des élections, scrutateurs dans différents points de vote. Si l'impact de la campagne de sensibilisation de la COMCIT est salué, les chiffres de la participation à l'élection interpellent selon la présidente de l'ONG. À Omé, Cocody et Yopougon, les taux de participation restent faibles, une situation que l'ONG entend corriger en sensibilisant davantage sur le terrain. Plus on apportera l'information aux populations, plus on les outillera sur pourquoi voter pour que la population puisse participer au processus et à la vie politique du pays. Les présidents de l'Autorité nationale de la presse, ANP, et du conseil d'administration de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI ont salué l'initiative de la COMCIT, réaffirmant leur soutien aux actions de sensibilisation citoyenne. Et à l'ère spatiale, une future agence spatiale de Côte d'Ivoire qui sera logée à l'INPHB de Yamoussoukro apportera de nouveaux outils à l'enseignement supérieur dans le pays. Les objectifs sont de moderniser, étendre et projeter l'excellence ivoirienne vers l'avenir. Suivons cette visite de chantier réalisée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le récit de Sephora Zegui et Célestin Frodo. Créé en 1996, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, fleuron de l'enseignement supérieur ivoirien, est aujourd'hui confronté à 2 défis majeurs, la dégradation de ses infrastructures et l'insuffisance de sa capacité d'accueil. Pour y répondre efficacement, le gouvernement a engagé un vaste programme de réhabilitation des cités universitaires et d'extension des campus. Le ministre de tutelle est venu constater de visu l'état d'avancement des travaux en cours. Autre étape clé, la visite d'un bâtiment moderne de 202 lits en cours de construction avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Ce projet marque le démarrage d'un programme ambitieux qui prévoit à terme la réalisation de plus de 1000 lits supplémentaires pour renforcer la capacité d'accueil de l'INPHB. Sur les 2 sites, on a 16 x 2, ça fait 32 bâtiments. Et pour le moment, il y a 4 bâtiments qui sont en réhabilitation. Mais croyez-moi, tout le reste sera réhabilité. Et je me suis tout à l'heure entretenu avec le patron de l'entreprise
il y a un coup d'accélérateur qui sera donné aux travaux de telle sorte que tout puisse aller très très vite. Et cela va se faire donc dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Le ministre achève sa mission de contrôle sur le chantier de la future Agence spatiale de Côte d'Ivoire, créée par décret en mai 2025. Une première historique pour le pays qui devient ainsi le 18e État africain à se doter d'une agence spatiale nationale. Aujourd'hui, les sciences et les technologies spatiales sont devenues une nécessité stratégique pour les pays. Pour le développement, certes, mais également pour la sécurisation et la défense du pays. Et n'oubliez pas d'ailleurs que l'agence a 6 directions, parmi lesquelles il y a une direction qui est dédiée à la défense. Parce que qui parle de spatial, parle de satellite, parle de drone. Et du coup, c'est vrai, on a tendance à voir la météorologie, les télécommunications, la navigation, etc., la gestion des ressources naturelles. Mais il y a aussi la sécurité et la défense du territoire. Entre modernisation des universités et des grandes écoles publiques et lancement de l'agence spatiale, l'État ivoirien réaffirme sa volonté d'investir durablement dans la science, la technologie et l'innovation afin de façonner les talents d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Le point santé dans ce journal autour d'un mal bien souvent caché par notre société. Il s'agit de l'épilepsie. Le monde, tous les ans, y accorde une journée, tous les 2e lundis du mois de février. Si cette maladie se soigne de nos jours, bon nombre de patients restent souvent silencieux et restent stigmatisés du fait de cette maladie et souffrent parfois autant de leur crise que du regard de notre société. C'est un reportage pour briser le silence autour d'une maladie qui touche 8 personnes sur 1000 en Côte d'Ivoire, un reportage très important à suivre de Delphine Blas et Ulrich Thibault dans nos prochains journaux. Et nous parlons toujours de santé. Partons pour cela dans la ville de Bouaké où un don de matériel médical majeur a été fait à l'antenne de l'INFAS. Les auditeurs de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé reçoivent le compteur Sysmex XQ320. C'est un appareil médical de dernière génération qui permet de réaliser un examen sanguin en une seule minute. On en sait plus sur cet appareil avec Gervais Kouassi et Charles Tatou. Grand amphithéâtre de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de la santé, INFAS de Bouaké. Nous n'y sommes pas pour un cours magistral à l'attention des auditeurs, mais pour un don qui servira à la formation des futurs techniciens de la santé. Le compteur d'hématologie système XQ320 s'ajoute à la liste des équipements dont dispose l'Institut. Quand on va à une consultation, les médecins demandent certains examens. Sur le bulletin, vous allez voir qu'ils ont demandé NFS. Justement, cet équipement permet de réaliser la NFS, c'est-à-dire la numération formule sanguine. L'équipement a une cadence de 60 échantillons par heure. Un échantillon équivaut à un patient. L'échantillon d'un patient peut être réalisé en 1 minute. Et donc, en 1 heure, on peut faire passer 60 échantillons. Le choix de l'INFAS pour ce don n'est pas fortuit. C'est le creuset de la formation. C'est là qu'on forme tous les techniciens qu'on retrouve dans les cliniques et dans les hôpitaux. Venir ici, c'est s'assurer que demain, nous avons du personnel qualifié qui est rompu aux outils technologiques modernes. Heureux de recevoir ce don, les responsables de l'antenne de l'INFAS Bouaké traduisent leur gratitude à la structure donatrice. Avec donc, la réception de cet appareil, nous passons automatiquement de l'enseignement théorique à l'enseignement pratique. Et c'est un don inestimable. Former les agents de la santé à l'utilisation du matériel médical de dernière génération, c'est l'une des priorités du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et maintenant, il est question de gouvernance participative et de participation citoyenne dans le cadre de la protection de l'environnement. Et dans la région du Bafing à Touba, les populations du village de Do sont mises à contribution pour la protection du parc du mont Sangbé. Les villages qui ont le mieux participé à la valorisation de ce parc sont récompensés par l'OIPR. Le récit de Boubacar Silla et Soro Corona.
11e édition de la journée socioculturelle dédiée à la conservation et à la valorisation du parc national du Mont Sangbé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le village de Do, sous-préfecture de Diomo, dans la région du Bafing, qui abrite cette célébration tournante dans les villages riverains du parc. Organisée par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, cette activité vise à sensibiliser et à renforcer l'appropriation de l'une des plus vastes aires protégées du pays. Une journée marquée par des danses traditionnelles, activités éducatives, rencontres sportives et remises de chèques aux villages et acteurs locaux engagés dans la protection de l'environnement. Depuis 2014, chaque année, nous sommes avec une localité pour pouvoir célébrer la préservation du parc national du Mont Sangbé. Et en retour, nous vous exhortons à nous aider à protéger le parc national du Mont Sangbé. La cérémonie d'aujourd'hui témoigne que les agents de l'OIPR sont en parfaite cohabitation avec les villages qui sont autour du parc. Au nom du préfet du département des biens communs, président du comité de gestion locale du parc national du Mont Sangbé, son représentant, le sous-préfet de Guinée, salue l'initiative de l'OIPR qui associe les populations aux actions de protection des parcs. Il me charge de vous traduire toute sa gratitude, toute sa reconnaissance de tout ce que vous faites, nuit et jour, pour la conservation et la préservation du parc national du Mont Sangbé et au-delà, pour le bien-être des populations riveraines du parc. La cérémonie est précédée par la tenue de la 4e session ordinaire du comité de gestion locale du parc national du Mont Sangbé à la préfecture de région de Touba. Cette rencontre a permis de faire le point des actions menées, examiner et définir les nouvelles orientations pour la préservation des ressources naturelles dans le dit parc. Le ton est pratiquement le même à Yamoussoukro où le Rotary Club Côte d'Ivoire célèbre ses 70 ans. Le temps aussi de faire le bilan des différentes actions menées depuis les premières années de son installation en Côte d'Ivoire. Une célébration que rapporte Djeneba Ouattara. 43e réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Cette rencontre parrainée par Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a rassemblé de nombreux rotariens venus de plusieurs régions du pays. Au cours des travaux, les participants ont dressé le bilan des actions menées et évoqué les perspectives du Rotary en Côte d'Ivoire. Eugène Aka Awele exhorte les membres à demeurer aux côtés des populations, notamment les plus vulnérables. Chers membres du Rotary, la cohérence affichée entre les valeurs affirmées et les actions menées sur le terrain est suffisamment édifiante car il est remarquable que cette cohérence rejoint idéalement la dynamique dans laquelle s'inscrit le Conseil économique, social, environnemental et culturel, chambre consultative pour laquelle la paix, la cohésion sociale et la prospérité collective se construisent par le dialogue, par la mobilisation responsable des compétences et par l'engagement de tous au service du bien commun, avec une attention particulière portée aux plus vulnérables. La réunion interville a également constitué un cadre privilégié de fraternité et d'amitié, célébrant cette décennie d'engagement et de service en faveur des populations ivoiriennes. Le 70e anniversaire du Rotary en Côte d'Ivoire a été marqué par la présence du président du Rotary international, Francesco Arezzo, accompagné de son épouse. Nous passons d'un anniversaire à une rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Le rapport de Lanciné Bakayoko et Joël Mambo. Après 17 ans, la CAMO, Conférence Afrique-Moyen-Orient de la JCI, Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, signe son grand retour. Cette activité permet de faciliter le réseautage des jeunes leaders de l'organisation en offrant des formations adéquates et qualifiées. Elle s'inscrit dans le cadre de sa rentrée solennelle 2026. Dans notre zone, nous sommes la 3e organisation la plus forte en termes de contribution et en termes de quantité de membres. Donc aujourd'hui, avoir un tel potentiel milite forcément en notre faveur lorsqu'on réclame des postes à l'international ou lorsqu'on réclame l'organisation des activités au niveau international. Avec des innovations portées sur le marketing et le branding de l'organisation, la JCI compte attirer plus de jeunes pour un meilleur développement. Parce que pour moi, tout jeune Ivoirien de 18 à 40 ans devrait avoir milité à la Jeune Chambre.
pour son développement personnel, pour développer son leadership, pour apprendre à appréhender la vie qui, à partir de 18 ans, n'est plus celle qu'on a avant 18 ans, avec de nouveaux défis. La conférence Afrique-Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale du Côte d'Ivoire se tiendra du 19 au 23 mai 2026 à Abidjan. Dans la ville de Bouna, Bouko, un village proche de cette ville, a un nouveau chef. Il est intronisé et a reçu son arrêté de nomination en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières et politiques de la région. Son nom, Ouattara Kwaku Antoine Bakary, est intronisé et promet d'être un chef qui prône la cohésion sociale et promet également de préserver la paix sociale dans la région. Herman Yamia nous fait le point. Ouattara Kwaku Antoine Bakary est le nouveau chef du village de Bouko, une sous-préfecture du département de Bouna. Désigné par la notabilité du village à la suite du décès de feu Yao Ouattara Alfred, dont il était le successeur légitime, le nouveau dignitaire a vu son choix entériné à l'issue du processus coutumier et administratif en vigueur. Cette désignation, validée par arrêté préfectoral, après consultation des composantes du village, consacre ainsi la continuité de l'autorité traditionnelle à Bouko. Que cette cérémonie scelle l'union sacrée entre la tradition et la modernité, entre la légitimité coutumière et l'autorité de l'État. Que le règne du nouveau chef soit marqué par la paix, la prospérité, l'unité et le progrès pour tout le village de Bouko. Danse traditionnelle, libation et bénédiction ont marqué cette cérémonie, symbolisant l'adhésion de la communauté à son nouveau guide. Le maire de Bouna, coparrain de la cérémonie, a salué un moment porteur de sens pour la communauté. Nous vous invitons à exercer votre autorité avec sagesse, impartialité, écoute et avec le sens du dialogue, dans le respect des lois de la République et en parfaite collaboration avec vos administrés et l'administration. Représentant la ministre d'État Nialé Kabao, patron de cette cérémonie, Henri Ouattara a exhorté le chef à être à l'écoute de ses administrés. Madame le ministre d'État vous assure de son accompagnement et prie l'ensemble des populations à aider le nouveau chef dans un esprit convivial et de dialogue. Très touché par l'élan de solidarité autour de sa personne, le nouveau chef de Bouko a exprimé sa gratitude au haut patron, au parrain de la cérémonie et au corps préfectoral. Il a remercié toutes les délégations venues de la sous-région, dont le Ghana et le Burkina Faso. À sa population, il lui a donné l'assurance que son mandat sera sous le sceau de la cohésion sociale et du développement. Et l'information du monde vue de la Côte d'Ivoire, nous partons au Japon où les récents épisodes neigeux ont fait 46 morts et 558 blessés en moins d'un mois, selon de nouvelles données de l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes publiées ce mardi. Des chutes de neige quasi continues depuis le 20 janvier qui ont recouvert une grande partie du nord de l'archipel et notamment provoqué le chaos sur les routes et en particulier le long de la mer du Japon. Le département d'Aomori est le plus touché dans le pays. Jusqu'à 4,5 mètres de neige se sont accumulés au sol dans des zones isolées. Et début février, le gouvernement a décidé du déploiement de militaires pour aider les habitants. Autre point d'actualité internationale, c'est un autre épisode des tensions géopolitiques et commerciales entre les États-Unis et le Canada. Donald Trump menace cette fois de bloquer l'ouverture du pont Gordie-Howe entre Windsor et Détroit. Le président américain juge que les États-Unis devraient être propriétaires de la moitié au moins de cette infrastructure. Un pont encore en construction au-dessus de la rivière Détroit et qui doit relier les villes américaines de Détroit dans le Michigan et canadiennes de Windsor dans l'Ontario. Et point majeur sur cette affaire, le Canada assure intégralement le financement de la construction de ce pont. Et c'est le terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 20h, suivez le journal avec Fatou Fofana. L'info continue sur rtiplay.ci et RTI Info. Je vous donne rendez-vous demain, 13h. Portez-vous bien et bon après-midi sur RTI 1.